CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. Avec nous en visuel maintenant, Martin Paquette. Il est professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval. Bon après-midi, professeur Paquette. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, même quand ça va mal, monsieur Paquette. Oui. C'est la même chose dans mon corps. Oui, hein? Bon. Alors, professeur, oui, aujourd'hui, on parle d'une situation extrêmement grave. Non seulement on parle du recul du français au Québec, mais ça a l'air que c'est partout dans le reste du Canada que le français recule. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui en est la cause exactement, professeur? Il y a plusieurs causes qui peuvent être soulignées. Il faut comprendre aussi le contexte dans lequel on parle de recul linguistique. Il faut s'entendre aussi sur quel type de recul linguistique. Donc, lorsqu'on parle de la langue, c'est la langue souvent qu'on parle à la maison, qui est un intérêt, mais c'est aussi la langue de travail, parce que c'est la langue par laquelle on commerce, c'est la langue par laquelle on échange à l'extérieur, c'est la langue par laquelle on a des relations sociales qui est là. Et ce qu'on constate dans le cas du français à l'extérieur du Québec, entre autres en termes de langue de travail, la langue de travail est moins un facteur de promotion sociale qui est présent, par exemple, en Ontario ou en Acadie ou dans l'Ouest canadien. On se tourne plus facilement vers l'anglais parce que c'est un moyen de commercer, d'avoir des relations économiques, d'avoir une promotion sociale à ce moment-là. Donc ça, c'est un des facteurs qui nous permet de comprendre pourquoi il y a moins de francophones qui usent du français en termes de langue de travail à l'extérieur du Québec. C'est un élément de promotion sociale et le commerce, les échanges économiques jouent pour beaucoup. Un autre facteur, c'est le facteur de l'éducation. Bon, c'est l'accès évidemment à l'enseignement en français. Il faut dire qu'il y a un réseau à l'extérieur du Québec d'écoles au primaire et au secondaire qui est tout de même assez bien étendu, mais qui demeure tout de même assez fragile. Parce que à partir des années 1980, particulièrement en 1989, les francophones ont obtenu ce qu'on appelle la gestion scolaire des écoles. Donc, désormais, ils pouvaient avoir des écoles, des systèmes l'ensemble d'écoles, des commissions scolaires dans certains cas, qui offrent des services dans l'enseignement en français. Sauf que pour offrir l'enseignement en français, il faut avoir également des ressources économiques. Et ces écoles, souvent, sont des écoles qui ont relativement peu de ressources économiques parce que, par exemple, dans l'Ouest canadien, elles sont dispersées sur un territoire important. Il est difficile de recruter des professeurs. Les élèves, c'est plus facile pour eux de se rendre à l'école qui est plus proche, qui offre un enseignement en anglais, ou encore qui est une école d'immersion, parce que c'est une réalité qui est présente également dans l'Ouest canadien et ailleurs. Donc, c'est plus facile pour eux de se tourner vers une école qui est à proximité, plutôt que de se tourner vers une école francophone qui est beaucoup plus loin. Donc, c'est un facteur qui joue ici. Toujours dans le domaine de l'éducation, c'est l'enseignement postsecondaire. Et l'enseignement postsecondaire, bon, ce sont les universités. Or, les universités francophones, à l'extérieur du Québec, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a l'Université de Moncton, par exemple, en Acadie. Il y a l'Université Sainte-Anne, en Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, excusez-moi. Mais lorsque vous arrivez à l'ouest de l'Outaouais, Ottawa, c'est bilingue. C'est une toute petite université qui est francophone, comme celle de l'Université de l'Ontario français. Ensuite, vous avez une toute petite université francophone à Saint-Boniface, en Alberta. Vous avez un petit centre francophone à Edmonton, ça s'appelle le campus Saint-Jean, à l'Université d'Alberta. Les autres
ce sont des écoles, ce sont des universités qui sont bilingues, ou encore, tout simplement, qui sont anglophones. Donc, lorsque vous êtes un francophone qui quittez l'école secondaire pour se rendre à l'université, eh bien, l'université et la proximité de l'anglais est beaucoup plus importante. Donc, c'est beaucoup plus évident pour eux de se tourner vers l'université de langue anglaise ou d'user de l'anglais dans une université qui est bilingue. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui jouent. Professeur, est-ce que le Québec s'est senti une responsabilité de franciser le reste du Canada, tout comme l'inverse se fait, même sans responsabilité, le Québec s'anglicise. Mais est-ce que le Québec a fait ce travail-là d'avoir un lien pour propager la langue, la culture française dans le reste du Canada? Bon, là, il faut distinguer le Québec quand on parle de l'État québécois d'une part et de la société québécoise d'autre part. La société québécoise a toujours maintenu des liens avec les francophonies, non seulement au Canada, mais partout en Amérique du Nord et même, évidemment, dans les Antilles, en Haïti, ainsi de suite. Donc, il y a déjà une présence de la société québécoise par ses enseignants, par ses commerçants, par ce réseau institutionnel qui est présent. Mon université, par exemple, l'Université Laval, est une université qui a beaucoup investi de ses énergies en termes de formation d'étudiants et d'envoi de professeurs dans les différentes universités à l'extérieur du Québec. Ça, c'est pour la société québécoise. Dans le cas de l'État québécois, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a une question de compétences provinciales. Vous arrivez, vous intervenez dans le domaine, par exemple, de l'éducation, mais ce sont des compétences provinciales qui sont exclusives. Il va de soi que le Québec n'accepte pas, par exemple, l'intervention de l'Ontario en matière d'éducation et vice-versa, le Québec n'intervient pas dans les affaires ontariennes en matière d'éducation. Il peut montrer sa sympathie, comme il le fait au moment de la fermeture de l'Université francophone de l'Ontario en 2018. Il montre sa sympathie, mais sa sympathie se limite à quelques pressions politiques, et puis rien de plus. Il ne peut pas faire en tant que tel. Donc, c'est ces deux réalités-là qu'il faut tenir compte ici. Cette réalité de la société québécoise qui demeure tout de même assez active, même s'il y a un degré d'anglicisation qui est élevé. Mais encore là, il faut s'entendre sur l'anglicisation. Le français, l'anglais qu'on parle, c'est pas l'anglais, c'est pas la langue de Shakespeare, c'est pas la langue qu'on utilise, par exemple, dans le monde des lettrés, le monde des savants, et ainsi de suite. C'est une langue utilitaire. C'est une langue qu'on se sert, entre autres, pour les réseaux sociaux, pour écouter la télévision, et ainsi de suite, pour faire quelques échanges économiques, ce qu'on appelle le business English, par exemple. Donc, c'est une langue qui relève beaucoup plus d'une lingua franca ici. Donc, l'assimilation n'est pas très forte ici. C'est beaucoup plus l'usage d'un idiome pour faire des transactions, pour faire commerce, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que dans les francophones québécois, lorsqu'ils voyagent à travers le monde, on recourt souvent à l'anglais pour avoir une place à l'hôtel, pour avoir une place au restaurant, ainsi de suite. Là où ça devient un problème, c'est lorsque vous êtes au Québec et là que vous attendez à avoir du service en français, parce que ça fait partie de votre langue de travail. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on s'adresse, et d'ailleurs, il y a une enquête récente de l'Office de la langue française, l'Office québécois de la langue française, qui est sorti, je pense, aujourd'hui ou hier, la semaine dernière plutôt, concernant justement l'usage de la langue de l'anglais dans le cadre du commerce, eh bien, ça, c'est à ce moment-là qu'on peut se poser des questions. Il va de soi qu'au Québec, la langue publique, depuis la Charte de la langue française, ça soit le français. Donc, à ce moment-là, on s'attend à avoir dans les services publics, comme les commerces, les restaurants, les différentes activités publiques, un service qui soit en français. La langue que vous parlez chez vous peut être n'importe quelle autre langue. Ouais. Je fais bien cette distinction entre langue de travail et langue maternelle. Absolument. Oui, professeur. Mais l'important, c'est que dans l'espace public, en termes de promotion sociale, ça soit le français. Et pour retourner parce que je parlais justement de Québec comme État québécois,
On comprend la nuance, effectivement, que l'éducation soit de compétence provinciale et que le Québec, mais vous avez de ces fédérations, de ces organisations pour protéger le français, comme en Acadie. Et ces groupes-là devraient avoir le support de Québec d'une certaine manière par la bande ou je ne sais quoi, toujours dans une formulation de ni ingérence, mais ni indifférence, n'est-ce pas, pour aider le fait français en dehors du Québec. Mais on dirait que le Québec en a plein les bras au Québec même à préserver cette langue. On n'a pas la capacité d'exporter la langue dans le reste du Canada. On se fait au contraire envahir par l'anglais. Je vous dis, tout ensemble peut votre portrait parce qu'il y a eu des initiatives que l'État québécois a fait justement pour établir une diplomatie de la langue. Ouais. Par exemple, en 2022, il y a eu un sommet pour le rapprochement des francophonies canadiennes, dans lequel d'ailleurs la ministre Sonia Lebel est impliquée, avec la Fédération canadienne, la Fédération des francophones, des francophonies canadiennes et acadiennes du Canada, avec aussi d'autres organismes comme la Société nationale de l'Acadie, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, ainsi de suite. Donc, il y a des efforts qui se font en termes d'assistance bilatérale ici. Entre autres, un organisme qui est particulièrement important au Québec, c'est le Centre de la francophonie des Amériques, qui contribue justement avec des initiatives de partage d'informations, de formation qui sont données aux francophones, d'appui à des initiatives locales qui sont là. Ça, évidemment, ce sont des initiatives sur le terrain, on ne les voit pas trop, parce que c'est pas flamboyant. C'est pas quelque chose qui frappe l'imaginaire, mais qui ont un impact sur le terrain, mais qui ont un impact à long terme sur le terrain. Cependant, ce qui est difficile, c'est qu'évidemment, c'est que ces francophonies, par exemple au Nouveau-Brunswick, ont affaire à des communautés, des fois, qui sont parfois assez réticentes et rébarbatives au fait francophone. Le ministre, par exemple, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blair Higgs, c'est quelqu'un qui est profondément opposé au fait français. Il a fait partie, d'ailleurs, d'un parti politique qui s'opposait au bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Donc, il s'est accoquiné avec des membres d'autres partis politiques qui étaient anti-bilinguistes. Donc, vous savez, ça crée un monde dans lequel les Acadiens francophones se sentent plus ou moins accueillis dans leur propre province là-dessus. Et ça, l'État québécois peut donner un coup de main en faisant justement des pressions, en faisant dans le cadre des discussions bilatérales avec le Nouveau-Brunswick, pour dire, bien écoutez, nous, on se préoccupe du sort des francophones acadiens au Nouveau-Brunswick. Si vous voulez faire des affaires avec nous, bien écoutez, il faut tenir compte de cette réalité-là. Donc, c'est une réalité, comme vous avez mentionné, de non-ingérence et de non-indifférence. Mais la non-indifférence se manifeste par des appuis, souvent, des appuis qui sont bien ciblés ici. Professeur, si le présent est garant de l'avenir, ça voudrait dire que d'ici 22 avril 2124, il y aura une entrevue entre un professeur Paquette et un animateur Jean-Ernest, et ils se parleront de la mort du français dans le reste du Canada, et puis le tout petit peu de français qui restera encore au Québec, vous croyez? Je pense que non, parce qu'en 1960, je suis un historien. Donc, pour l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal qui peut le mentionner. Mais comme historien, il y avait des discours similaires en 1961. En 1961, après du recensement de 1961, on constate que les taux d'assimilation sont majeurs dans les communautés francophones à l'extérieur du Québec. On parle de 90% des francophones qui s'assimilent au français, puis à l'anglais. Et à ce moment-là, le portrait est particulièrement négatif. On dit que, bon, d'une part, ces communautés francophones sont destinées à disparaître. Des gens comme René Lévesque parlaient de dead ducks, par exemple, à l'époque. Et au Québec, on s'inquiétait beaucoup parce qu'on disait, écoutez, 90% des enfants d'immigrants vont à l'école anglaise au Québec. Et donc, ça a créé des tensions. On a pu voir ça à Saint-Léonard. Et la réaction, ça a été les lois linguistiques. Il y a eu un coup
mémoire qui a été fait, à la fois au fédéral avec la loi sur les langues officielles, et à la fois au Québec avec toute une série de lois, dont la dernière était la Charte de la langue française. Ces lois-là, on peut critiquer leur impact maintenant, mais elles ont eu un impact justement sur le maintien du français. Donc, il se peut fort bien qu'en 2041, d'ici 2041, il y a des initiatives qui soient prises, qui peuvent être sous la forme de loi, qui peuvent être sous la forme de politique d'ensemble, dans lesquelles justement la société civile et l'État, au Québec et ailleurs, se mobilisent pour la préservation de l'anglais, du français et un équilibre, somme toute, équitable avec l'anglais. Donc là, ça, c'est l'avenir nous le dira. Je ne peux pas vous le prédire, parce que je suis un historien, je ne suis pas un futurologue, mais si le passé est le garant du présent, ce qui s'est passé en 1961, le scénario de catastrophe de 1961, ne s'est pas réalisé de la façon qu'on l'appréhendait en 1961. Et je vous parodie encore, professeur, si le passé est garant du présent aujourd'hui, moi j'ai vu des séries à la télévision de Radio-Canada de la très respectueuse Lise Payette qui s'appelait Disparaître. Et on disait littéralement que la population québécoise pour la langue justement allait disparaître. Et puis on est au moins 40 ans plus tard, qu'on le veuille ou non, le français existe encore. J'ajouterais un élément, c'est que la société québécoise, comme toute société, se transforme. Elle se transforme. Vous savez, le Québec de 1950, ce n'est pas le Québec de 2000, ce n'est pas le Québec de 2024. Et c'est normal. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont là. Ce sont des personnes qui contribuent à un vivre ensemble qui est important. Et l'important ici, selon moi, c'est de ne pas de repousser les gens, mais de les intégrer au projet collectif. Absolument. Et c'est un élément qui... et en intégrant le projet collectif, les gens vont arriver avec leurs propres préoccupations qu'ils voudront qu'on tienne compte, et c'est normal. Donc, c'est à la suite d'une discussion, d'échange, d'une conversation nationale qui peut s'établir à ce moment-là. Et si on convient, à la suite de la conversation, que le français est important, eh bien, le français va demeurer. Absolument, mais professeur, moi je viens d'un pays qui s'appelle Haïti où à peine 10%, un gros maximum parle français. Mais je fais l'effort tous les jours de parler français, mais on ne veut parce que j'ai un accent qui n'est pas le vôtre, n'est-ce pas? Et on voudrait même à la rigueur que je fasse l'amour en français, mais non, c'est impossible, professeur. Il faut qu'ils comprennent qu'on vienne d'ailleurs, et puis on a d'autres cultures, on essaye, on fait, et nos enfants, les enfants de nos enfants vont parler français si on met un peu plus d'attrait à la langue. Professeur, il faudrait qu'on se reparle, il faudra même qu'on se reparle. Mais, en effet, la question de l'accent, écoutez, j'ai vécu pendant 5 ans au Nouveau-Brunswick, en Acadie, où les Acadiens sont très sensibles quand on parle de l'accent. Et je les comprends parce que l'accent, c'est la personnalité qui s'exprime en parole. Et c'est normal qu'on soit sensible au respect de sa propre personnalité. Absolument, professeur. Merci, professeur Martin Paquette, professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval. Je vous remercie d'avoir pris du temps et puis je sens qu'on se reparle, professeur. Ça fait un grand plaisir. C'est mon service public. Merci. Au revoir. Au revoir.